temps que les participants 112, 15, arrivent. 16. Ah oui, on voit les gens arriver. On voit les gens arriver. Bonjour, bonjour. C'est frustrant, on ne voit pas leur tête. Ah non. Ça va, vous êtes bien installés? Tout va bien. Encore une fois, ce matin, on s'est imaginé les gens s'installer dans notre fameuse salle au siège vert que certains connaissent, que tous ne connaissent pas. Voilà. Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce premier atelier du Sommet des Arcs en ligne. Qui va porter sur le financement participatif. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Léo Frémaux de Ulule. Bonjour. Il est là. Anne Faucon pour Utopia. Et François Le Suisse qui nous vient des Sables d'Olonne. Bonjour. Voilà. Qui sont là aussi pour, alors Léo pour vous faire cette formation et nos exploitants pour témoigner de leurs expériences à l'issue de l'intervention de Léo. Donc, je voulais remercier Léo d'avoir préparé cet atelier. Ulule qui est partenaire du Sommet des Arts et surtout du Hackathon du cinéma depuis 2 ans, 3 ans, je crois. Voilà, ça fait plusieurs éditions où tu m'as proposé de faire un atelier sur le financement participatif que tu te tenais à disposition. Eh bien, on est ravis de pouvoir le faire aujourd'hui, surtout en cette période un petit peu particulière. Et je suppose qu'il y a des gens qui, effectivement, parmi nos spectateurs ici, y ont déjà songé. Je vais du coup peut-être sur le déroulé, donc Léo va procéder à sa présentation. Vous pourrez poser des questions dans la petite option questions-réponses que vous avez sur le Zoom. Vous pouvez aussi participer au chat. Et on retrouve après l'intervention de Léo, Anne et François, si cela vous va bien. Et oui, et dites-nous aussi d'ailleurs s'il y a des problèmes de son, si vous entendez mal, n'hésitez pas à l'écrire. Hein. Comme ça, on vous lit et on le sait. Ouais. Voilà. Alors, pour commencer, je vais peut-être poser une petite question à toutes les personnes qui sont actuellement connectées. Hein. Alors, c'est déjà pour savoir en fait si certains d'entre vous ont déjà eu affaire à une campagne de financement participatif. On ne peut pas participer, nous. C'est dommage. Ah non. Voilà. Donc, on voit qu'effectivement, il y en a beaucoup qui ont déjà participé en tant que contributeurs et mis en place une campagne de financement participatif eux-mêmes avec l'aide d'une plateforme. Il y en a quelques-uns quand même. Hein. Voilà. Donc, Léo, je vais te laisser du coup démarrer ta présentation. Carrément, je partage mon écran. Vous me dites si ça fonctionne. Que tout le monde voit mon écran. A priori, oui. J'ai l'impression que oui. Je ne vois pas forcément les questions ou les réponses, mais voilà. A priori, vous devriez voir tous un écran, les 10 points clés pour réussir une campagne de crowdfunding. Est-ce que c'est le cas? J'ai l'impression que oui. Hein. Ouais, ok, d'accord. Oui, c'est parfait. Bon, bah, parfait. Et bien, comme le disait Anne, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. A priori, beaucoup de questions que vous allez avoir au début vont être répondues tout au long de la présentation. On fera une première pause question quand même après l'introduction, parce que ça peut quand même déjà
émerger des réflexions. Et puis, ça peut aussi me permettre de diriger dans un sens ou un autre la présentation en fonction aussi de vos problématiques, ou même si vous avez des cas concrets d'une campagne que vous aimeriez lancer, n'hésitez pas à poser des questions sur sa pertinence ou l'angle d'attaque qui serait le plus pertinent. Ça sert à ça. Alors, premier point, évidemment, comprendre comment ça marche. Alors, j'ai vu les résultats du sondage qui ont disparu, mais je crois que beaucoup de personnes aujourd'hui sont quand même coutumiers du financement participatif ou crowdfunding. Donc, voilà, pour beaucoup d'entre vous, a priori, en tant que contributeur, vous allez voir que c'est quand même pas exactement la même chose de mener une campagne par rapport à y contribuer. Donc voilà, c'est le premier point. Pour faire juste un petit focus sur Ulule, ça a été créé en 2010, donc ça fait maintenant 10 ans. On fête notre 10e anniversaire. Et c'est ouvert à toute typologie de projet. Donc on y retrouve créateurs, citoyens, entreprises, dans plein de statuts différents aussi. C'est-à-dire qu'il y a des statuts de particuliers, il y a des entreprises qui mènent des campagnes, il y a beaucoup d'associations également. Et dans la diversité des projets, c'est effectivement très large aussi. Donc, a priori, tous les projets, dès lors qu'ils sont à portée collective, peuvent être concernés par une campagne. Il n'y a pas de focus ou de spectre particulier. On verra qu'après, voilà, il y a des grandes lignes qui peuvent se dessiner, mais a priori, voilà, pas de projets qui sont exclus par rapport à ça. Le crowdfunding, dans sa base la plus simple, c'est faire appel à un grand nombre de personnes pour faire financer son projet. C'est évidemment bête dit comme ça, mais le point clé, et qui sera répété plusieurs fois sous différentes formes tout au long de cette présentation, c'est qu'on fait appel à une communauté et à la foule. Et ça doit être au cœur de la stratégie d'une campagne d'activer ces communautés. Donc ça peut être de les créer, de les engager, de les transformer en ambassadeurs. En tout cas, vraiment réfléchir à ce terme de communauté et de foule attaché à votre projet et dans le spectre du projet que vous aurez à mener, évidemment. Alors, à quoi ça sert ou comment on peut considérer le crowdfunding? Parce qu'en réalité, comme je le disais, ça répond à beaucoup de facettes et de réalités différentes. Et chacun n'a pas la même réalité par rapport au crowdfunding, ou en tout cas les mêmes raisons de lancer une campagne. La raison peut-être la plus évidente, c'est évidemment de collecter des fonds ou de prévendre de façon simple de l'argent. Donc, déjà, il y a une nuance on dira un peu plus tard sur deux modes de campagne différents. La collecte de fonds, donc atteindre un objectif financier, 10 000, 20 000, 30 000 euros, ou prévendre. Et donc là, on va parler d'unité d'un objet qui sera la prévente de la campagne. Donc, déjà, là, il y a une différence, mais en tout cas, ce qu'il y a derrière, c'est l'idée de levée de fonds. L'autre aspect, qui peut être une motivation complémentaire ou une autre motivation que la collecte et la levée de fonds, c'est le test d'un projet. Souvent, dans le cadre d'une campagne de financement participatif, on va lancer un projet et on n'a pas encore testé son public, ni testé la communication autour de celui-ci. Et donc le crowdfunding, c'est un excellent moyen de se dire, j'ai ce projet-là dans les cartons, j'ai envie de le tester, j'ai envie de voir la réaction des gens par rapport à celui-ci, et j'ai envie de voir si les gens vont y adhérer. Parce que, et on le rappellera, mais le crowdfunding fonctionne avec du tout ou rien. Si vous atteignez votre objectif, vous réalisez le projet. Si vous n'atteignez pas l'objectif, vous n'êtes pas obligé de réaliser le projet. Donc, il peut y avoir cette dimension de test qui est très importante dans un projet et qui peut être même la seule raison du lancement d'une campagne. L'investissement pour développer l'activité, donc là, ça peut avoir une autre dimension, c'est-à-dire que l'activité est déjà pérenne ou est déjà lancée, donc on ne parle pas d'un nouveau projet, et on a besoin de plus de fonds pour accélérer ce développement et donc l'attacher à des choses concrètes qui existent déjà. Et puis malheureusement, parce que bon, c'est pas la partie la plus réjouissante, mais le crowdfunding peut évidemment participer à la sauvegarde d'un projet qui est en difficulté financière, qui existe depuis plusieurs années ou pas, mais voilà, en tout cas cette dimension de sauvegarde. Et puis donc un peu des raisons transversales, on va dire, c'est faire vivre une expérience un peu particulière autour d'un lieu, d'un film en l'occurrence, d'une autre façon, parce qu'on a vraiment cet engagement de communauté qui est au cœur d'une campagne. Et puis évidemment, c'est un outil de communication sur le web et donc d'engagement de cette communauté autour d'un projet, d'une thématique ou d'un genre,
Mais voilà, vraiment se servir d'une campagne comme d'un catalyseur de compétences, d'outils et de contenus qu'on mène dans l'objectif d'être un autre outil à sa disposition dans la communication autour de son projet. Voilà, donc déjà, alors on pourrait sûrement en lister d'autres, hein, des bonnes raisons de faire une campagne, mais là au moins ça vous donne déjà un peu un cadre de pourquoi on fait une campagne. Et déjà, ça peut peut-être amener à certaines réflexions de se dire, ah bah oui, c'est vrai que j'avais pas vu les choses comme ça, mais en réalité, voilà, il y a plein de projets qui n'ont pas forcément besoin de lever des fonds et qui font des campagnes quand même, toutes les autres raisons, c'est-à-dire pour tester, pour faire vivre une autre expérience, etc. Concrètement, pour faire un focus un peu plus particulier sur Ulule, en quelques chiffres, l'idée c'est qu'on vous accompagne dans toutes ces phases-là. Alors ça peut commencer par un atelier comme aujourd'hui, mais dans tous les cas, dès lors que vous déposez un projet sur Ulule, quelqu'un vous est attribué, donc un ou une coach, et on essaye de définir au mieux avec vous quel sera le projet le plus pertinent, comment définir ensemble l'objectif, etc. Et donc, le résultat de ça, c'est 77% des projets qui passent en ligne arrivent à leur objectif. Donc, déjà, ça peut aussi peut-être lever une crainte de se dire « Ok, mais j'ai pas envie de me lancer pour me louper. » Bon, bah voilà, en fait, quasi 80% des projets qui se lancent atteignent leur objectif parce que justement, il y a eu cette préparation, il y a eu cette bonne anticipation des leviers ou des barrières qu'il pourrait y avoir pour réussir une campagne. Et donc, aujourd'hui, 3 millions de personnes ont contribué et je vous ai mis un petit graphe en bas. Anne me disait que ça pouvait être notamment pertinent pour pas mal d'exploitants de distributeurs. Mais ça, c'est la population d'un mois classique sur Ulule en termes de visites. Donc, on voit que la population la plus présente, côté contributeur, hein, j'entends, on est voilà, 35% sur la tranche 25-34 ans, 20% sur 35-44, et puis une répartition autour de 15% pour la tranche 18-24 et 45-54. Mais on voit que même sur les tranches d'âge peut-être en tout cas moins considérées comme des adeptes d'Internet, en réalité, la tranche 55-64 est quasi aussi présente que la 18-24 et 65 ans et plus aussi. Donc bref, déjà, on peut constater que toutes les tranches d'âge sont représentées avec évidemment une plus grosse poussée vers 25-34. Qu'est-ce qui constitue maintenant une campagne et quels sont les points clés? Alors là, j'ai pris l'exemple d'Utopia, dont Anne vous reparlera après, plus en détail. Donc d'ailleurs, si vous avez des questions sur cette campagne, ce sera l'occasion. Mais donc, les points clés qui définissent toute campagne, c'est en premier lieu un projet qui est créatif, solidaire ou innovant, et en tout cas capable de fédérer une communauté. En gros, vous n'allez pas faire une campagne sur un truc hyper technique qui ne parle à personne à part vous, parce que vous n'allez pas réussir à fédérer. Voilà. Alors on pourra vous donner des exemples en fonction aussi de vos projets, mais bon, gardez cette dimension, il faut que ça fédère des gens qui aient envie de participer à ça. Ça peut paraître bête, mais mine de rien, voilà. Il y a quand même pas mal d'exemples où ce n'était pas si évident. Deuxième point, vous fixez un objectif financier réaliste. Alors, la donnée de réalisme, on en reparlera sur comment définir l'objectif, mais c'est important de vous fixer un objectif qui est atteignable, justement pour que la campagne soit pertinente. Et une durée de campagne pour atteindre cet objectif. Donc, une durée, finalement, de communication sur laquelle vous allez lever les fonds. En général, 40 jours. Mais là aussi, on fera un petit focus sur la durée pour connaître un peu les ressorts derrière. Et le tout fonctionne avec un principe de tout ou rien. C'est-à-dire que si vous n'atteignez pas l'objectif financier qui a été fixé, ou le nombre de préventes, sur la durée fixée, eh bien, tout le monde est remboursé, il n'y a pas de commission, et c'est une opération blanche. Donc, ce que vous aurez perdu, c'est principalement du temps, en tout cas pas d'argent. Troisième élément, un plan de contrepartie. Là aussi, on fera un focus sur les contreparties qui peuvent être symboliques, matérielles ou expérientielles, qui vont être la porte d'entrée des gens qui ont envie de soutenir le projet vers votre projet pour le soutenir. On trouve des contreparties à 1 €, 5 €, 20 €, 100 €, etc. Et puis, pour appuyer tout ça et convaincre les gens, une description claire et détaillée pour susciter l'adhésion au projet et puis donner envie d'y contribuer. Sachez que ce point est quand même relativement important parce que rarement, finalement, avec les outils qu'on utilise aujourd'hui, on a le temps de faire un point sur quel est le projet dans sa globalité. Alors, il peut y avoir des sites internet, etc., mais principalement, on utilise les réseaux sociaux
qui donne des informations à un instant T. C'est-à-dire que le ciné du coin, je parle pour les spectateurs, un côté spectateur, bah, ils ont peut-être la vision à court terme, donc ils connaissent peut-être le ciné depuis 2 ans, donc ils connaissent la vie depuis 2 ans, mais ils ont rarement le temps de se poser sur ok, c'est quoi l'histoire, c'est quoi l'avant, c'est quoi le pendant, c'est quoi l'après. Bon, bah, une campagne, c'est quand même un très bon outil pour faire ça, pour détailler un peu le projet dans son ensemble et le recontextualiser pour tout le monde. Donc faire un peu un point d'étape sur aujourd'hui, hier et qu'est-ce qu'on va faire demain grâce à la campagne. Pour vous donner d'autres exemples de ce à quoi ça peut ressembler dans le monde du cinéma, ou en tout cas des projets qui pourraient vous parler en tant qu'exploitant ou distributeur, je vous ai listé 4 petits exemples, il y en a beaucoup d'autres. Mais donc un exemple avec le Tour d'Europe des cinémas, qui était un projet de livre de livres et de voyages autour des cinémas partout en Europe et les initiatives qui pouvaient émerger pour en faire une compilation et un outil de réflexion sur le cinéma de demain et sur les cinémas indépendants plus spécifiquement. Un autre exemple avec le Ciné Gimby, qui pourrait se rattacher à l'exemple d'Utopia dont Anne vous parlera, qui est la création d'un cinéma dans une zone particulière, qui est la deuxième ville du Burkina Faso, où il n'y a pas de cinéma. Donc voilà, un projet qui a une envergure aussi sociale et potentiellement environnementale pour le Ciné Gimby comme pour Utopia. Des festivals liés à des cinémas. Donc là, c'est le Festival du cinéma et de la ruralité, où l'idée, c'est de lever des fonds pour un événement en particulier ou une action que vous voulez mener au sein de vos cinémas, ou autour d'un film, d'ailleurs, ça peut fonctionner. Et dernier exemple, un exemple de financement d'un film, dont le cofinancement vient du financement participatif. Et donc là, c'était l'exemple des 150 réalisé par Yann Arthus Bertrand, qui a été financé il n'y a pas si longtemps et qui avait beaucoup de sens en crowdfunding. Alors, tous les films de Yann Arthus Bertrand n'ont pas forcément vocation à faire du crowdfunding, mais celui-ci, de par cette thématique de la Convention citoyenne pour le climat, résonnait particulièrement sur un outil comme le crowdfunding. Et ça a d'ailleurs très bien fonctionné. Voilà, bon, c'était juste 4 exemples pour vous montrer aussi que finalement, ça peut être des projets qui n'ont absolument rien à voir et qui fonctionnent tous très bien dans leur logique. Je vous explique un dernier point et après, je pourrais peut-être déjà prendre vos questions ou vos remarques sur cette introduction dans les grandes lignes au financement participatif. Mais un des concepts clés qui va accompagner votre campagne, c'est la logique des 3 cercles. Alors en réalité, il peut y en avoir plus. Mais bon, là, je vous donne la théorie au sens large. L'idée donc d'une campagne, c'est que c'est une campagne de communication autour de votre projet qui va durer donc en moyenne 40 jours. L'idée de cette campagne, c'est d'avancer dans votre communication à travers 3 cercles. Et donc le premier cercle, qui sont la famille, les amis et les contacts proches, qui vont propulser et crédibiliser le projet. On fait souvent une métaphore que vous avez peut-être déjà entendue si vous suivez un peu les campagnes, qui est le restaurant vide et le restaurant plein. Si vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous aurez plus tendance à aller dans un restaurant où il y a déjà un peu de monde, parce que pour vous, ce sera gage de crédibilité, gage d'un bon service, gage d'une nourriture satisfaisante ou que sais-je. Mais en tout cas, rarement vous allez vous diriger vers un resto complètement vide. Et ben, c'est exactement la même idée. Qui va aller dans un restaurant à la base? Les habitués, ceux qui connaissent déjà, et qui iront les yeux fermés. Et ben là, c'est votre premier cercle. C'est la famille, les amis, qui vont venir propulser et crédibiliser le projet dans un premier temps. Donc, si on prend une autre métaphore, qui vont poser les fondations de la maison. Ensuite, je dis bien ensuite, que l'idée de ces cercles, c'est d'aller de cercle en cercle successivement, mais de ne pas griller les étapes. Vous allez, a priori, vous diriger vers un second cercle, qui sont donc les gens un peu plus éloignés, qui sont les amis des amis, la communauté au sens plus large, donc en l'occurrence la communauté d'un cinéma, la communauté autour d'un genre d'un film, la communauté autour de l'identité que vous avez créée sur vos réseaux. Bref, les gens qui vous suivent et qui ont déjà entendu parler de vous, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, ou où vous avez eu des recommandations. Et seulement si vous avez réussi à ce bon exercice de premier puis second cercle, vous pourrez prétendre et espérer aller vers un troisième cercle, qui sont les inconnus, le grand public, qui n'ont jamais entendu parler de vous. Et comment les toucher? Par une excellente mobilisation d'un premier et second cercle, qui auront donné de l'énergie au projet et qui auront commencé un effet boule de neige. Et l'idée, c'est d'arriver devant un inconnu avec une boule de neige énorme,
pour qu'ils se disent, OK, le bonhomme de neige, il est en bonne voie de se faire et il est déjà, enfin, voilà, déjà solide. Et donc, moi, j'ajoute ma pierre à l'édifice parce que la zone de crédibilité, elle est évidente et je la constate. Donc, voilà, retenez toujours ça. Surtout, n'allez pas vers un troisième cercle dès le début d'une campagne avec une jauge à 0%, parce que c'est comme ça que vous allez vous louper et surtout que vous allez donner des coups d'épée dans l'eau parce que aller chercher un média au début d'une campagne, c'est peut-être pas le meilleur moment et vous allez avoir l'impression que ça ne fonctionne pas alors qu'en réalité, ce média ou ces inconnus auraient peut-être réagi s'ils avaient constaté un bon démarrage de la campagne. Voilà sur les 3 cercles. Et pour finir cette introduction sur comment ça fonctionne, concrètement, et puis vous nous direz à la fin aussi si vous avez des projets, mais si vous avez un projet, vous déposez votre projet, vous avez un temps de préparation qui dépendra de vous, donc ça peut être une semaine, 15 jours, 6 mois, pour justement échanger avec nous et construire la campagne. Vous lancez votre projet, puis vous l'animez sur la durée fixée. Voilà pour l'introduction. Je ne sais pas si Anne ou Étienne, vous avez vu des questions ou non. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Ok. Nous n'avons pas de questions. Tu es très clair. Tout ce que tu exposes est clair comme de l'eau de roche. Voilà. Bon, j'essaye de faire synthétique pour que ça parle voilà, à tout le monde, mais que voilà, les personnes qui connaissent un peu mieux l'outil, n'hésitez pas à poser des questions peut-être plus précises sur certains points. Voilà. Je suis là pour ça aussi. Du coup, pour continuer, sur un peu le premier point de toute campagne, et qui fait donc appel à la définition même du crowdfunding, qui est faire appel à la foule, et ben, pour que foule existe, il faut que foule soit bâtie. Et donc, premier point pour réussir une campagne, bâtir ses communautés en amont, parce que ça ne naît pas spontanément. Si vous défendez un film, là je vais me placer plutôt du côté distributeur, ou voilà, côté d'un film, c'est pas parce que le film parle de je ne sais quel sujet ou a priori il y a des gens qui sont intéressés, type l'écologie, que d'un coup, boum, la campagne peut avoir un potentiel à 500 000 €. Bah non, en fait, ça se prépare une campagne. Et surtout, mieux elle sera préparée, plus votre objectif pourra être bien anticipé, il faut pallier de dépassement aussi, et plus la campagne a de chances de réussir globalement. Donc, retenez ça. Si campagne vous avez en tête, réfléchissez à est-ce que la communauté pour ce projet est déjà en cours de construction. Et donc, comment on construit une communauté? Ben, il y a plusieurs façons relativement évidentes, mais qu'il faut quand même bien anticiper. C'est préparer le terrain au maximum. Donc, en parler autour de vous pour justement créer un premier cercle mobilisé. Parce que, encore une fois, le premier cercle, ce n'est pas parce que ce sont vos familles, vos amis ou vos proches qu'ils sont forcément mobilisés sur un sujet ou sur un autre. Donc, préparer le terrain en parlant, en organisant des événements, en organisant une mailing list, que sais-je, mais un truc qui prépare les gens à l'arrivée d'une campagne. Ou d'un projet, d'ailleurs. Ensuite, identifier au maximum les potentiels contributeurs. Alors là, pareil, répartissez cette identification selon vos cercles. Pour le premier cercle, faites une identification concrète avec nom, prénom et adresse mail des gens que vous voyez comme des potentiels contributeurs. Pour un second cercle, visez plutôt les communautés, les groupes actifs autour du sujet, voilà, tout ce qui peut venir alimenter le projet et qui va vous donner un peu une ligne conductrice pour naviguer dans la communication de votre projet. Et puis, si on va sur un troisième cercle, identifier en amont les médias qui pourraient être intéressés, éventuellement rentrer en contact avec eux pour, encore une fois, préparer le terrain. L'idée, c'est que le jour où vous lancez votre campagne, vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton qui déroule toute la communication que vous avez anticipée. Et puis, évidemment, pour bâtir cette communauté, il faut pouvoir la rassembler quelque part. Donc là, utilisez les réseaux qui vous sont propres, que ce soit une page Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter, une mailing list, un pot tous les samedis au bar en face de votre cinéma, peu importe, mais créez des zones de rencontre parce que le jour où vous allez devoir communiquer sur le projet, c'est quand même bien plus simple d'envoyer un message à 1000 personnes d'un coup que 1000 messages à 1000 personnes. Voilà. Vous voyez l'idée et la référence. Donc, créer ces canaux de diffusion et de communication de cette communauté qui est en cours de construction pour lancer un projet.
Et puis, plus donc, on s'approche du projet, plus l'enjeu, c'est de le teaser, donc de préparer cette communauté à l'arrivée du crowdfunding. Parce que, comme je vous le disais, une campagne, donc, ça dure 40 jours. L'enjeu, c'est que toutes les personnes les plus mobilisées se mobilisent réellement le premier jour. Et donc, pour ça, il faut que la graine soit plantée en amont et que vous en récoltiez les fruits dès le premier jour. Et donc, le teasing sert à ça. C'est de dire, alors là, je vous ai mis des exemples, hein, mais faire un mailing entre 2 semaines et 1 semaine avant le lancement pour expliquer l'enjeu de la campagne, l'importance d'un démarrage fort et donc de leur mobilisation. Anne de Utopia pourra bien vous expliquer aussi cette période-là, puisque la campagne est partie très fort grâce à justement ce travail de mobilisation en amont. Et puis inciter au maximum les gens à vous laisser aussi des contacts, parce que si vous devez reprendre votre bâton de pèlerin en toquant à chaque porte, ça va être extrêmement fastidieux. Donc incitez-les au maximum à... on a un outil sur Ulule qui s'appelle Coming Soon, où vous pouvez inciter les gens à venir se préinscrire au lancement, ce qui permet aussi de les rassembler. Troisième point, une fois que votre communauté commence à être créée, ou en tout cas parallèlement, il faut raconter une histoire qui va être l'histoire de votre financement participatif, en tout cas l'histoire de votre projet. Et ça, mine de rien, c'est hyper important, parce que pour un même projet, il peut y avoir 50 000 façons d'en parler, et c'est à vous de définir quelle sera la meilleure façon d'en parler. Encore une fois, si je reprends mon histoire de film autour de l'écologie, il ne suffit pas de dire que c'est un film sur l'écologie pour que ça fonctionne. Il faut expliquer quelle est la démarche, pourquoi on fait ce film, en quoi il est important, voilà, et qu'est-ce qu'il raconte. Donc, réfléchissez à ce terme qui peut être un peu barbare ou trop théorique de storytelling, et je suis d'accord, mais ça reste quand même au cœur des choses. Les gens adhèrent à des idées si on leur raconte une histoire. Et dans le financement participatif, quel que soit le projet, et là je peux même sortir du spectre du cinéma au sens large, mais n'importe quel projet, pour y adhérer, vous avez besoin d'une histoire. Vous, personnellement, je ne sais pas quels sont vos modes de consommation, je ne sais pas quelles sont les associations auxquelles vous adhérez, mais forcément, vous y êtes entré par une histoire que vous avez envie de défendre. Donc, c'est important, pour raconter cette histoire, qu'il y ait une implication forte du porteur de projet, ou en tout cas de l'entité qui crée le projet. Si vous n'avez pas le temps à y consacrer, ou si vous ne voulez pas porter un projet, ce n'est pas forcément le meilleur outil, le crowdfunding. Il peut y en avoir d'autres, hein, mais le crowdfunding, ça demande quand même cette implication des porteurs du projet. Alors, beaucoup de points, ça peut vous paraître évident, mais je vous assure vraiment que si je le dis, si je répète certaines choses, c'est parce que plein de ces points sont sous-estimés, alors qu'ils sont vraiment aussi la clé d'un succès et d'une belle réussite et d'une belle cohérence, surtout avec une campagne. Un point clé sur une campagne, c'est évidemment l'objectif financier. Donc, comment bien le calibrer? Je fais juste une petite pause pour voir si vous avez posé des petites questions qui pourraient être Non, je crois que les gens sont très studieux. Ben oui, c'est incroyable. J'espère que c'est parce que c'est clair et pas que vous êtes partis. Mais ils sont là. Ok, parfait. Et je précise d'ailleurs un truc qu'on n'a pas précisé au début, mais ce sera possible de vous envoyer ce support hein, de formation. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes en train d'écrire des notes, mais en tout cas, si vous copiez le truc, je pourrais vous l'envoyer sans problème. Donc, comment on définit son objectif? Dans un des points du début, je vous expliquais qu'il y avait deux façons de voir une campagne, soit avec un objectif financier. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'Utopia qui a défini un objectif de base de 20 000 euros. Donc l'enjeu, qui est maintenant dépassé, c'est d'atteindre au moins 20 000 euros pour que le projet voit le jour, en tout cas soit financé sur Ulule. Et l'autre façon de voir les choses, c'est un exemple que vous verrez mardi, si je ne me trompe pas, si vous êtes inscrit, en tout cas je vous incite à y aller. C'est l'exemple des Cinémastars avec l'opération Affiche ton soutien, où l'enjeu de communication, c'était plutôt de communiquer sur un nombre d'affiches qui étaient vendues et non sur les fonds collectés. Alors, de votre côté, ça ne change rien, hein, vous allez récolter des fonds,
Mais en termes de communication, ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans le cas d'un projet comme un cinéma, la construction d'un cinéma, c'est évident qu'on a besoin de fonds et que plus on a de fonds, plus on peut se permettre des choses pour construire ce cinéma. Dans le cas d'une présence d'affiches, en fait, ce n'est pas forcément pertinent comme information de savoir combien de fonds étaient récoltés. Le plus important, c'est de voir un peu la mobilisation qu'il y a eu et le volume que ça représente. Et donc, c'est pour ça que la campagne Affiche ton soutien était plutôt sur un objectif de présence. Donc déjà, il peut y avoir quand même une façon d'appréhender la communication qui est radicalement différente. Pour vous donner un exemple de comment on serait passé l'un à l'autre pour les deux, Utopia aurait pu faire une campagne de prévente si l'enjeu, ça aurait été de mobiliser un public pour l'ouverture et de dire on va faire une campagne pour prévendre un maximum de places. Et donc là, l'enjeu, ça aurait été vraiment de montrer qu'il y a un volume de places qui était prévu, qui est hyper important et qui assure la pérennité du lancement. Et donc, on aurait pu avoir un objectif de, allez, on vise les 5000 places vendues pour le lancement. Ok, pourquoi pas. La campagne Affiche ton soutien qui serait passée en objectif, ça aurait été plutôt, on a besoin de 10 000 € pour, je ne sais pas, amortir les pertes du Covid. Et donc, un des moyens, c'est de prévendre une affiche. Mais du coup, voilà, il y a un petit twist de communication qui est différent. Tout ça pour vous expliquer que vous pouvez aussi passer de l'un à l'autre en préparation de campagne. Dans tous les cas, partez sur le minimum dont vous avez besoin, plutôt que sur la somme idéale, parce que rien ne vous empêche de dépasser votre objectif. Et au contraire, la moyenne des projets qui réussissent finissent à 140% de l'objectif qui s'était fixé. Donc voilà, partez sur le minimum et fixez ensuite des paliers de dépassement qui permettront de maintenir une dynamique. Et là aussi, vous aurez l'exemple d'Anne, puisque la campagne d'Utopia est à 150%, il reste une vingtaine de jours et d'autres paliers ont été fixés pour continuer à avoir une bonne dynamique au-delà des 100%. Deuxième point, la contribution moyenne est de 50 €. Alors ça, c'est dans les grandes masses, hein, mais ça peut vous aider à calibrer votre objectif et à revenir à un des points aussi précédents, qui est le réalisme de cet objectif, en vous disant, ok, j'ai besoin de 10 000 €. Combien ça représente de personnes? Ça représente 200 personnes. Et donc là, on revient aussi à un point précédent qui sont les cercles. Concrètement, là, je suis devant mon identification de mes cercles. Est-ce que j'ai 200 personnes que j'arrive à identifier comme des potentiels contributeurs? Et là, la réponse est oui, non. Si c'est non, il faut peut-être retravailler l'objectif. Et si c'est un objectif minimum, il faut retravailler la construction de la communauté pour que la réponse devienne oui. En tout cas, il faut que vous fixiez comme ça des petites étapes avec des cases à cocher pour que le jour où vous vous lancez, tout soit ouvert et qu'il n'y ait pas de zone d'ombre totale, mais plutôt des certitudes. Donc, troisième élément, que le premier cercle représente 20 à 30% de cet objectif pour vous aider justement à propulser rapidement la campagne et à la crédibiliser pour aller atteindre un second cercle. Gardez aussi en tête que le taux de conversion des fans Facebook est entre 1 et 10%. Je vous dis ça parce que j'ai souvent des porteurs de projets qui me disent j'ai 8000 personnes sur Facebook, donc j'ai 8000 contributeurs. Non, pas du tout. Dans les grandes lignes, on peut espérer maximum 600 contributeurs sur ces 8000. 800 si vraiment ils sont très engagés, mais bon, gardez quand même en tête que les réseaux sociaux, surtout maintenant où voilà, l'engagement il est très simple et donc degré d'engagement très faible, voilà, c'est moins évident. Puis soyez précis par rapport à tous les coûts que vous pourriez avoir autour de votre campagne, parce que certes, vous allez lever des fonds, mais vous pouvez avoir des coûts en face, notamment le coût des contreparties, le coût de la commission Ulule, qui est de 8% sur le total des fonds collectés, ou des différentes taxes, si vous en avez, autour de vos contreparties ou d'autres choses. Voilà, donc pour vous donner un exemple concret, 4 500 €, ça représente 90 contributeurs. Donc dans ce cas-là, la personne qui se lance sur un objectif de 4 500 €, l'exercice qu'elle doit faire, c'est de se dire okay, est-ce que j'ai au moins 30 proches qui seront prêts à contribuer à mon projet. Voilà. J'espère que c'est clair sur ce point de l'objectif, parce que c'est quand même un point clé autour d'une campagne. C'est aussi ce qui crée sa dynamique. D'ailleurs, si vous suivez un peu le financement participatif, j'ai vu que vous étiez nombreuses et nombreux à y avoir contribué, vous pouvez constater une tendance ces dernières années aux objectifs plutôt bas, et justement parce que ça fait appel à cette histoire de crédibilité.
pas mal de campagnes en fait fixent des objectifs plus bas qu'espérés pour très vite l'atteindre et surfer sur un succès. Et du coup, en termes de communication, c'est toujours plus simple et plus agréable de communiquer sur un financement qui s'est financé en 5 jours, 10 jours, plutôt qu'une campagne qui peine à atteindre son objectif. Tout ceci est très psychologique, donc toujours se mettre dans la psychologie des visiteurs et des contributeurs. Je bois un peu d'eau. Et point sur donc, la durée pour aller atteindre cet objectif. Deux règles qui s'appliquent à 99% des cas. Si vous visez moins de 3 000 €, partez sur 30 jours. Si vous cherchez plus de 3 000, mais même si c'est 100 000 ou 200 000, entre 30 et 45 jours. Pourquoi pas plus de jours? Ou pourquoi peut-être pas moins aussi? Bon, pas moins parce qu'il faut quand même le temps que les choses se fassent et que vous ayez le temps de déployer une communication, donc 30 jours. Mais pourquoi pas plus? Parce qu'une durée donc relativement courte, entre 1 mois et 1 mois et demi, ça permet d'avoir une vraie dynamique de votre côté, parce qu'il faut quand même l'animer, la campagne, donc c'est pas si simple que ça, et il faut avoir du temps à y consacrer. Donc 1 mois et 1 mois et demi, c'est déjà pas mal. Qu'il y a un vrai engagement des contributeurs avec le côté momentum, c'est maintenant ou jamais, et ça augmente l'effet boule de neige, parce qu'on est dans un vrai événement. Et c'est aussi ça la particularité d'une campagne. C'est pas la même chose que d'avoir une association qui récolte des dons à l'année. Là, on crée un événement, et c'est maintenant que ça se passe. La durée est longue, ce que vous risquez, c'est vraiment l'essoufflement de votre communication et de vous-même, et l'effet procrastination des gens. Si les gens arrivent sur une campagne qui n'est pas limitée dans le temps, en fait, ils n'ont aucune raison de contribuer maintenant plutôt que plus tard. Et ça, c'est vraiment la grosse particularité d'une campagne. C'est que, certes, on vend ou on demande un soutien ou que sais-je, ça dépend de vos projets, mais c'est maintenant que ça se passe. Et cet effet, je ne vous apprends rien, hein, ça c'est un truc de marketing global de n'importe quoi, mais si on a l'impression que c'est exclusif et que c'est limité dans le temps, forcément, ça pousse à la mobilisation. Voilà, et puis un autre point, c'est cette courbe en U. On observe sur énormément de campagnes un effet de courbe en U, et c'est tout à fait corrélé à ce que j'ai raconté avant et ce que je raconterai un peu après. C'est que vous avez un départ de campagne qui est très fort, que vous avez une forte mobilisation du premier cercle qui se mobilise rapidement, et donc la campagne part fort. Un creux ensuite de mobilisation, parce que le premier cercle a été mobilisé, et donc voilà, vous rentrez dans un rythme de croisière, et une fin qui repart justement avec cet effet d'urgence de J-7, J-6, qui, sur certaines campagnes, c'est absolument incroyable, la fin de campagne qu'on peut avoir, qui est parfois même plus élevée que le début d'une campagne. Donc vraiment, c'est 2 points forts, et donc l'idée, c'est aussi d'atténuer le côté rythme de croisière entre les deux, et que ce ne soit pas trop linéaire entre ces 2 périodes. Alors, je vois un truc qui clignote, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des questions. Non, c'est sur l'outil du chat. Ok, je suis perturbé par le truc qui... Non, pas de souci, je peux me demander. Tac, donc voilà sur la durée. Donc là, à ce stade, si je récapitule un peu où on en est dans la réflexion, là, vous avez pu définir, alors déjà, vous avez pu établir le pourquoi je lancerai une campagne. Une fois que vous avez le pourquoi je lance une campagne, a priori, vous avez les clés pour vous dire, OK, combien je peux espérer lever en termes de fonds. Et si voilà, mes espérances sont trop élevées, OK, j'ai un peu de travail à faire sur la construction d'une communauté. Le côté durée peut aussi vous permettre de placer ça dans un calendrier, parce que j'ai parlé de jours dans l'absolu, mais c'est évidemment relatif à un calendrier. Il faut que ça s'insère au meilleur moment pour vous pour le faire, c'est-à-dire en termes de disponibilité, en termes de disponibilité de public et en termes de sujet par rapport à la campagne que vous allez lancer. Et donc là, vous en êtes au stade où, a priori, vous pouvez, alors je résume dans les grandes lignes, mais vous pouvez vous lancer. Et donc là, les enjeux qui vont entrer vont être beaucoup plus pratico-pratiques sur OK, j'ai un peu les éléments, je veux agrandir mon cinéma, ça va me coûter 20 000 €. Bon, concrètement, c'est quoi les prochaines étapes?
Alors, les prochaines étapes, c'est de construire une page. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme éléments clés qui seront un peu à construire et définir pour un projet? Alors, je vous ai mis un espèce de patchwork de différentes campagnes, mais c'est pour illustrer à chaque fois. Donc, premier point, titre et sous-titre, clair et concret, pour qu'on comprenne tout de suite de quoi il s'agit. Si là, je prends le titre d'Utopia, si c'est juste Utopia et on a besoin de vous en sous-titre, pour les gens qui connaissent le réseau Utopia, tant mieux, pour les autres, tant pis, parce qu'on comprendrait pas grand-chose. Donc là, au moins, Utopia, cinéma, création d'un cinéma écologique, bon, on a tous les éléments clés qu'un parfait inconnu peut intégrer. Ensuite, une image principale et une vidéo pour incarner le projet, et parce que cette image principale est reprise donc, sur les menus Ulule, donc quand vous allez vous balader sur Ulule, c'est ça que vous pouvez voir, mais aussi le partage. Si vous partagez le projet à des gens, c'est cette image qu'ils vont voir. Donc il faut qu'on comprenne aussi à travers cette image de quoi on parle. Et ensuite, une description qui va répondre, comme je vous le disais aussi au début, il faut que ce soit voilà, un bon récap et une bonne synthèse de votre projet au global et du projet que vous venez financer en particulier. Donc, il faut que ça réponde en quelques lignes aux réponses à qui ça s'adresse, qu'est-ce que c'est, quand c'est, où c'est, comment c'est, pourquoi c'est. J'ai loupé une petite phrase. Le clip de l'assassin n'a rien à voir. C'est juste que j'avais fait un petit copier-coller, je l'avoue. Donc en tout cas, voilà, bien répondre à ces questions-là, qui sont les questions de base, mais s'il en manque une, et c'est vraiment important de vraiment répondre à toutes les questions, parce que s'il en manque une, quelqu'un qui arriverait sur une page et qui trouve pas clair un point, peut juste décider d'arrêter la lecture, de ne pas contribuer. Et l'idée, si vous avez réussi à amener des gens sur votre page, c'est qu'ils n'aient plus aucune question et qu'ils soient prêts à contribuer au projet. Ensuite, à quoi va servir le financement? C'est-à-dire, c'est là où vous allez expliquer justement les paliers, donc à quoi vont servir le financement des 100%, donc de votre objectif de base, aussi à quoi vont servir les paliers supplémentaires. Donc qu'est-ce qui va se passer si on arrive à 200% de l'objectif, à 300% de l'objectif, et ainsi de suite. Ensuite, montrer l'équipe qu'il y a derrière, et ça c'est hyper important parce que ça correspond aussi à cette idée de storytelling et d'engagement de l'équipe, pour montrer qu'il y a des gens derrière, et c'est engageant et on a envie aussi d'y adhérer pour ça. Et autre point, j'en ai pas trop parlé, j'en parlais un peu après, de montrer qu'ils participent en interne au projet, ça permet aussi de les mobiliser. Parce que mine de rien, ça a une grosse différence si vous êtes seul ou plusieurs à mener une campagne. En termes de réseau et d'implication dans les campagnes, ça peut aussi tout changer. Idem avec la logique des partenaires. Si vous avez des partenaires, des ambassadeurs, citez-les pour montrer que le projet est accompagné et a déjà une vraie implantation et une certaine crédibilité dans son milieu, et puis mettez des liens vers d'autres réseaux qui pourraient permettre d'en savoir plus. Donc dans la construction de la page, on arrive à un des points clés du début d'une campagne qui sont les contreparties. Les contreparties, avant de rentrer dans le détail, gardez en tête qu'elles ont une particularité, c'est que plus elles seront proches d'une, on va dire, valeur marchande, même si le terme peut être barbare, mais valeur marchande compréhensible, plus vous pourrez toucher un public large. C'est-à-dire que si vous vendez une place de cinéma à 800 €, bon j'exagère, mais disons elle est à 60 € même, dans la logique de soutien, alors oui, mais vous allez toucher que les gens qui sont déjà dans vos réseaux. Si vous voulez aller toucher des inconnus qui ne connaissent pas encore le lieu et qui pourraient être sensibles à votre histoire, plus on va arriver à une valeur marchande qu'on pourrait retrouver, même s'il y a une zone de soutien, plus vous avez de chances de les convaincre. Donc, admettons que vous fassiez une campagne de mobilisation autour du cinéma, vous pouvez vendre une place de cinéma à, je sais pas, 20-25 €, ça reste acceptable, mais pas à 100. Voilà. Donc, c'est juste un petit point sur ce côté valeur marchande. Je vous dis ça aussi parce que certains projets sont étonnés de ne pas réussir à toucher des inconnus, mais en même temps, toutes les contreparties sont adressées à des cercles très proches. Donc, bon, voilà, il faut que ce soit aussi corrélé par rapport à vos objectifs. En tout cas, donc, ça sert à valoriser la contribution et à faire de ces campagnes qu'elles ne soient pas que du don, mais qu'il y ait une valorisation même symbolique en face.
Elles peuvent être aussi un prétexte à la campagne, comme sur la campagne affiche ton soutien, où clairement, le cœur de la campagne, c'est la vente d'une affiche. Donc là, la contrepartie est au cœur de la campagne, c'est même la raison d'être de la campagne. Et toujours essayer de faire des contreparties en lien avec le projet. Et elles peuvent être évidemment originales, créatives et exclusives. Alors le côté exclusivité, c'est simplement le fait que les contreparties soient disponibles que pendant la campagne. Si elles ne sont disponibles que pendant la campagne, ça crée aussi un bon prétexte à aller vers le projet. Et ça fait aussi appel à la notion de temps, puisque si la campagne dure que 30 jours et qu'on a une contrepartie disponible que pendant 30 jours, ça pousse à la mobilisation. Toujours évidemment proportionnel à la hauteur du soutien, c'est ce que je vous expliquais avec cette histoire de valeur marchande. On vous conseille, si vous partez sur un objectif financier, de partir sur 4 contreparties minimum, qui correspondent en gros à différents budgets de la communauté à laquelle vous allez faire appel. Il y a des gens qui sont plus riches que d'autres, il y a des gens qui sont plus mobilisés que d'autres, il y a des gens qui ont plus envie de vous aider que d'autres. Donc il faut répondre un peu à ces différentes populations. Donc, un plan de base, c'est 10, 25, 50 et 100 euros. Et évidemment, ça peut être beaucoup plus. Ça peut être 10, 25, 50, 100, 500, 1000, 20 000, comme vous voulez. La contrepartie médiane, donc la plus choisie, est autour de 25 euros et la contribution moyenne autour de 50. Ça peut aussi vous permettre de mesurer l'importance d'une contrepartie ou d'une autre. Autre point dans les contreparties, essayez de penser à la personne à qui ça s'adresse. Alors, encore une fois, il peut y avoir différentes populations qui sont adressées via votre campagne et différentes contreparties peuvent répondre à ces différentes populations. Si vous avez des gens très proches ou des partenaires, même des entreprises qui pourraient soutenir votre projet d'une façon ou d'une autre, c'est évidemment pas les mêmes contreparties qu'un étudiant qui vient régulièrement dans votre lieu ou qui aime le type de film que vous sortez. Donc, adapter aussi les contreparties en pensant à la personne qui pourrait la sélectionner. Là, je vous ai fait un petit résumé de ce qu'on peut retrouver sur les 2 types de campagnes qu'on retrouve. Donc, les préventes, qu'est-ce qu'on trouve comme contrepartie? Donc, l'objet de la prévente, donc clairement l'affiche, la place, le merchandising, le produit dérivé d'un film. Donc ça, c'est la contrepartie de base. Autre idée de contrepartie qu'il peut y avoir en plus de ça, donc l'objet de la prévente, toujours, plus une expérience pour augmenter le panier moyen et pour vous aider justement à mobiliser et avoir cette dimension de soutien. Donc par exemple, si je reprends mon affiche, ça peut être affiche plus une place de cinéma, ou affiche plus je sais pas, une conférence autour de la création de cinéma. Ensuite, troisième point, objet de la prévente version collector. Type, si on est toujours sur l'affiche, c'est une lithographie qui est signée par l'artiste. Voilà. Et là, vous pouvez vous permettre d'avoir un palier de contrepartie encore plus élevé. Si on part sur un objectif financier, on peut retrouver des contreparties qui sont symboliques, type merci, expérientielles, du type conférence, du type rencontre avec le réalisateur, voilà. Matériel, donc des choses plus tangibles, du type, et ce sera François qui vous en parlera bien, je pense, c'est un truc très concret comme son nom sur un fauteuil de cinéma. Alors, vous pourrez me dire que ça peut être aussi symbolique, mais il y a quand même quelque chose de tangible là-dedans. Et juste contrepartie matérielle, c'est-à-dire que si vous produisez des choses, je ne sais pas, des t-shirts par exemple, pensez quand même à la logistique que ça peut induire. Et puis donc dans ces contreparties-là, on peut retrouver tout ce qui peut être en lien avec le projet et valoriser la contribution. Il faut que ce soit toujours un plan clair et lisible, donc ne créez pas le bon coin de la contrepartie non plus, et toujours dédié à des contributeurs ciblés auxquels vous pensez. On en arrive au point d'animation de la campagne, et c'est l'avant-dernier point, et après on pourra échanger et surtout avoir les retours de personnes qui sont concrètement en train de faire des campagnes de mobilisation. Donc, un des derniers points, une fois qu'on a fait tout ça, donc on a une page, qu'on a réfléchi à ses objectifs, voilà, c'est le passage en ligne, et c'est donc l'animation de la campagne. Je vous ai réparti ça à travers 3 cercles, pour reprendre la théorie de base. Encore une fois, il faut savoir aussi lire entre les lignes, il peut y avoir certaines particularités en fonction de vos projets, évidemment.
Donc, le premier cercle, c'est par là que la communication va commencer. Ça fonctionne que si vous avez une communication qui est très personnalisée. Donc, ça passe par des emails personnalisés, des messages privés, des textos, vous les appelez, vous les rencontrez, vous faites ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est d'avoir une relation très proche avec ces gens-là, puisque si de base, vous les avez considérés comme du premier cercle, c'est qu'ils ne s'attendent pas à être mis dans un grand panier général de la communication d'une mailing list. Donc, pour avoir et s'assurer de leur soutien, ça passe par là. Alors, il y a un truc qu'on n'aime pas faire, mais qui est indispensable, c'est les relances. Les gens ne se mobilisent pas, et vous pouvez vous prendre en général aussi en exemple, ça marche très bien. En tout cas, moi, je peux me prendre en exemple. Rarement, on répond à un appel dès le premier message. Donc, c'est important de prévoir des relances dans le temps qui sont cohérentes avec le projet et surtout qui sont variées en termes de contenu. Parce que ce qui n'est pas appréciable du tout, c'est d'être relancé tout le temps avec le même message. Le type, ah, bah, t'as pas contribué, t'as pas contribué, t'as pas contribué, t'as pas contribué. Bon, ça a tendance à ennuyer tout le monde. Mais là où ça peut être pertinent, c'est salut, on est déjà à 30%, j'ai vu que tu avais visité la page, mais que tu n'y avais pas contribué, je viens d'ajouter une nouvelle contrepartie, bon, ça c'est une relance pertinente. Ou alors, tiens, je vais avoir un article dans je ne sais quel média, voilà, c'est hyper cool, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder la page, voilà. Essayez de varier les contenus pour relancer, pour que ce soit moins pénible pour vous et surtout pour que les gens, ça passe comme une lettre à la poste et que ça les engage réellement. Et donc, notre conseil, c'est d'avoir au moins 10 contributeurs, mais globalement d'avoir au moins un bassin de premier cercle déjà mobilisé avant d'aller vers un plus grand public, donc le deuxième cercle. Donc, une fois que vous avez votre bassin de contributeurs du premier cercle mobilisé, c'est là où vous pouvez partager la collecte sur les réseaux sociaux en rappelant systématiquement le lien de la campagne. Idem, je peux avoir l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais plein de campagnes communiquent sur leur réseau sans mentionner le lien de la campagne. Bon, ça ne sert à rien en fait, parce que les gens, il faut toujours les tenir par la main d'une certaine façon, sans les utiliser évidemment, mais dans le sens où d'eux-mêmes, ils ne vont pas faire l'effort de tout chercher sur leur navigateur. Donc, évidemment, rappelez le lien partout où vous communiquerez sur la campagne. Et c'est là aussi où vous pouvez commencer à animer la campagne avec un outil qui est présent sur Ulule, qui sont les news, et qui servent à transformer les contributeurs en ambassadeurs. Parce que, comme je vous le disais, c'est aussi la mécanique d'un second cercle, c'est de réussir à faire écho et de créer un effet boule de neige. Et pour créer cet effet boule de neige, il faut que les gens aient envie d'en parler. Donc, n'hésitez pas à leur donner de la matière qui leur donne envie justement de parler du projet. Donc, un rythme idéal entre 1 et 2 news par semaine. Et puis, donc, c'est là où vous invitez vos proches à partager la campagne. C'est là où vous mobilisez et vous engagez la communauté autour du cinéma, du film, du genre. Dans nos discussions avec Anne, elle me disait que justement, la stratégie de certains distributeurs, je ne sais pas si parmi vous, mais était d'attaquer les stratégies de sortie par genre et par communauté autour de ces genres et de création de communauté autour de ces genres. Et donc, justement, ça peut être une très bonne façon d'appréhender la sortie d'un film qui rentre dans ce genre et donc une communauté de ce genre qui aura été créée autour de vos sorties et autour de vos calendriers. Donc, en tout cas, c'est vraiment là, dans ce deuxième cercle, où va se concentrer le gros de la campagne, puisque c'est là où on va aller chercher toutes les communautés qui peuvent graviter autour de votre projet. Et dernière étape, donc déjà, dernière étape qui n'est pas toujours indispensable à la réussite des projets. Parce qu'en réalité, le troisième cercle, si on réfléchit à un deuxième cercle, surtout si on parle de la communauté autour d'un film et d'un genre, ou autour d'un cinéma, si vous réfléchissez à la taille d'un second cercle, ça peut être énorme. Donc, avant d'aller vers un troisième cercle, posez-vous de la pertinence d'aller chercher vraiment quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. La question étant, est-ce qu'il n'y a pas déjà assez de monde qui a déjà entendu parler de votre projet pour ne pas avoir besoin d'aller chercher un kidam qui n'en a jamais entendu parler. Parce que, évidemment, plus vous allez avancer dans les cercles, plus le coût pour vous, et donc le coût en temps, en argent et en effort, sera important pour convaincre quelqu'un. C'est évidemment plus simple de convaincre quelqu'un qui connaît déjà votre projet que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler. Donc, vraiment, troisième cercle, posez-vous la question de la pertinence de celui-ci déjà. Mais donc, s'il est pertinent, ou si c'est même l'objectif de la campagne, idéalement, aller vers ce troisième cercle une fois que vous avez un second cercle qui est déjà mobilisé. Donc, au moins 50% de la campagne
pour que justement la transformation soit bonne et que vous ne donniez pas un coup d'épée dans l'eau sur les médias ou sur les réseaux spécialisés. Et puis c'est là aussi, pour toucher un troisième cercle, que vous pouvez commencer la communication hors ligne. Alors bon, c'est pas forcément très à la mode en ce moment, mais distribution de tracts, affiches, la création d'événements dans le domaine, etc. Bon, en temps normal, c'est quand même plutôt efficace. Et puis, demandez aussi là à vos partenaires et à toutes les parties prenantes de relayer la campagne. C'est là aussi où vous pouvez faire appel à la filière, à vos confrères, à vos consoeurs, à n'importe qui, mais qui peuvent permettre d'aller étendre le message de la campagne. Mais encore une fois, à chaque fois que vous faites une action, posez-vous la question de la pertinence. Parce que si vous n'avez aucune contrepartie qui est dédiée à un troisième cercle, si votre premier et second cercle a été mal mobilisé, vous allez juste passer un temps fou à essayer de mobiliser un troisième cercle sur aucune base pertinente pour le projet. Et c'est évidemment pas l'idée de perdre du temps sur une campagne. Pour résumer ces points de communication et d'animation, il y a en gros 6 piliers sur lesquels vous allez vous reposer. C'est les mails pour les contacts directs avec les gens, les news pour l'animation de la campagne, les commentaires pour établir un contact avec vos contributeurs et puis montrer que vous êtes actif derrière la campagne, les réseaux sociaux évidemment pour élargir la communauté et l'engager, la presse pour aller plus loin et toucher un nouveau public, et la communication hors ligne pour potentiellement rencontrer son public ou avoir un contact plus direct et moins virtuel. Un petit point pour finir sur l'après-campagne. Pourquoi je vous en parle maintenant? Là, vous n'avez peut-être même pas de projet, parce que en fait, c'est bien d'anticiper. Selon vos contreparties, ça s'anticipe. Parce que les 3 grandes étapes que vous allez avoir, c'est évidemment récupérer toutes les adresses de vos contributeurs. Bon, ça, on vous le donne, donc ça va. Mais bon, anticiper potentiellement la gestion de tout ça. Envoyer les contreparties, donc ça c'est quand même une phase logistique potentiellement importante. Et la communication, parce que ce n'est pas parce qu'on a fini la campagne que c'est silence radio, au contraire. Donc la communication hyper importante pour remercier, parler de l'avancée du projet, l'échéance des contreparties, pour que l'histoire continue et qu'elle ne s'arrête pas net et que voilà, les personnes qui veulent rentrer aussi dans l'histoire aient un suivi après la campagne. Juste un mot pour vous dire qu'on a un second outil qui s'appelle OKPAL et qui permet de faire des campagnes à l'année. Donc en gros, tout ce que je vous racontais sur les bases d'une campagne Ulule, OKPAL c'est quasi l'inverse. C'est-à-dire qu'on a du don récurrent, qu'il n'y a pas forcément d'objectif, pas de durée. Et donc ça peut être pertinent si vous avez une logique associative de soutien régulier à un projet, parce que vous pouvez, avec OKPAL, recevoir des dons mensuels. Donc ça peut être bien si vous avez un public fidèle qui a envie de s'engager avec vous dans un projet en particulier. Voilà, pour aller plus loin, parce que je vous l'enverrai, 2 docs qui résument pas mal de conseils, plein d'articles à gogo, notamment des très fun sur le traitement fiscal et comptable des fonds collectés, mais des ressources utiles. Et voilà pour ma partie, où du coup je vous laisse les questions, et puis sinon, évidemment, d'avoir des retours de celles et ceux qui font les campagnes. Eh bien, merci, merci Léo. Effectivement, j'attends de voir s'il y a des questions qui arrivent. Moi, j'avais juste une question sur les contreparties. En fait, est-ce qu'on a une idée à peu près du coût moyen de la contrepartie par rapport à la contribution? Parce qu'il y a aussi des coûts quand on passe par Ulule, des frais Ulule, et puis aussi le coût de la contrepartie. Et ça, est-ce qu'il y a des outils pour les mesurer, pour les évaluer au préalable? Oui, complètement, parce que c'est vrai que il ne faut pas se faire engloutir derrière ces contreparties. Bon, déjà, on vous donne des conseils parce qu'il y a certaines contreparties qui sont souvent des mauvais choix, de toute façon. Par exemple, des mugs, c'est un mauvais choix parce que ça se casse, parce que c'est chiant à envoyer et qu'il peut y avoir des retours, etc. Donc, vous n'avez pas besoin de vous rentrer dans une logistique comme ça, sauf si vous faites une prévente de mugs, quoi. Après, oui, donc la marge, elle va vraiment dépendre de vos projets. Parce que si l'objectif de la campagne, c'est de mettre en avant ces contreparties, la marge peut être faible. Si en revanche, c'est de lever des fonds, essayez de maximiser toute la marge que vous pouvez faire. Et donc, allez plutôt vers de l'expérience qui ne vous coûte pas d'argent, mais plutôt du temps. Du type une séance spéciale, une conférence, un nom dans un lieu, un nom générique, oui, ce genre de choses. Par exemple, comme au Sable d'Olonne, je vais d'ailleurs faire venir François Le Suisse, où la contribution est somme toute très symbolique, puisqu'il s'agit
je fais venir François, hein, puisqu'il s'agit d'attribuer des sièges aux contributeurs. François, on te voit de travers. C'est bon, tu es dans le bon sens, François. Allez, on te voit bien. Par contre, tu vas pouvoir activer ton micro. Est-ce que c'est mieux? Voilà, ça y est. Parfait. Ça y est. Je fais entrer Anne aussi, hein, comme ça vous êtes tous là. Vas-y. Tu peux y aller. Hein. Nous, on a fait une petite… c'est vrai qu'on n'est pas passé par Ulule ou un site qui peut générer ce genre de choses. On a voulu faire ça en interne. C'était assez rigolo parce que tout ce que l'intervenant avant a parlé sur les cercles, le premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, bah, parfois on peut même le voir différemment sur un établissement comme le nôtre. C'est-à-dire qu'au moment où on connaît sa clientèle, on sait que le premier cercle, on n'est pas obligé d'y aller directement parce qu'en disant au premier cercle, attention, on va en parler au troisième cercle, bah, quand le troisième cercle va être au courant, bah, motivez-vous parce que, et c'est ce qu'on a fait un peu nous avec notre parrainage. En gros, on a donné à chacun de nos spectateurs le pouvoir de mettre son nom et son prénom sur un fauteuil et de parrainer son fauteuil pour 30 €. Donc ça reste, quand je regarde les ordres de tarifs sur Ulule, où tu disais 25 € le forfait moyen, bah, ça reste quelque chose de moyen, de social et ouvert à tous. Nous, dans le cinéma, c'est beaucoup de passionnés, beaucoup de gens qui viennent consommer le cinéma par amour du cinéma, mais aussi par envie. Et ils ont vécu, et on a, en fonction de leur âge, en fonction de leur vie qui change, eh ben, ils consomment le cinéma parfois différemment. Et on a voulu aussi écrire cette belle histoire et de le dire, ben voilà, nous, notre cinéma, il est ouvert depuis 1914, donc c'est pas d'hier. Il a une vraie histoire, il a une histoire avec les grands-parents, les arrière-grands-parents, et ça se trouve, il aura une histoire avec les petits et arrière-petits-enfants de ceux qui contribuent aujourd'hui. Et c'était pouvoir sceller leur histoire dans la nôtre. Donc les plaquettes, c'est à vie. Et puis, on ne va pas se mentir, c'était aussi réfléchir sur comment on travaille l'après-Covid, comment on travaille le déconfinement, comment on travaille le fait de faire venir des gens au cinéma. Et la chose qu'on a le plus souffert, tous nous exploitants, c'était de briser ce vortex du sofa à la maison devant la télé. Et c'était de se dire comment on peut leur faire acheter des places, parce qu'en achetant ces 30 € le nom, le Grand Palace leur offre la première réservation dans leur fauteuil, dans leur canapé à leur nom. Donc, on s'assure aussi comme ça, là, il y a 500 personnes qui ont parrainé. On s'assure 500 places la première semaine, ce qui n'est pas négligeable. Et on va pouvoir aussi rentrer, ça nous permet aussi de faire de la VAD géographique. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir avoir leur G1, c'est là où il y a leur nom, et ils vont pouvoir réserver. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ça devait être un outil. Ça ne devait pas juste être une levée de fonds, c'est que ça devait nous obliger aussi à avancer techniquement. Et que la seule chose qui pose problème aujourd'hui pour acheter en VAD, bah, c'est l'envie. Parfois, ça fait juste chier de sortir son téléphone, sa carte et compagnie. Et la seule chose qui donne envie de venir chercher sa place à l'avance, bah, parfois, c'est l'affect. Et là, on se dit, voilà, il y a un vrai lien, et pour le coup, c'est vraiment inscrit, gravé, leur nom et notre chez nous. Il y a un peu comme ça le Hall of Fame des Sables d'Olonne. C'est rigolo parce qu'on ne l'a pas réfléchi, nous, ce truc-là, c'est quelque chose qui est intuitif. Et tout ce que disait l'intervenant avant, en fait, ça écho à tout ce qu'on a mis. Sauf que on s'est doté déjà de ces moyens. C'est-à-dire que quand lui parle des médias dans un second temps, ben, on a remarqué que nos réseaux sociaux sont des propres médias. Et si les médias se sont accaparés notre activité, là, notre opération, c'est aussi parce que ça devient quelque chose qui a fait le buzz sur notre propre réseau social. Et tout de suite, bah, ça fait un écho différent. Et je suis content parce que pour le coup, même les médias ont acheté des fauteuils pour les parrainer, pour les offrir. Alors, vous voyez, ça fait boule de neige. Et en ce moment, là, le côté symbolique des choses, c'est qu'on arrive proche de Noël.
que jusque-là, les gens ne savaient pas s'ils avaient passé Noël devant une séance de cinéma et qu'ils vont pouvoir offrir du cinéma à Noël en offrant quelque chose d'ultra symbolique. Il y a des histoires mais magnifiques qui se créent et qui se racontent aussi sur Facebook de personnes qui ont vécu les premières galoches au cinéma, les moments où on rencontre son conjoint, sa conjointe, on emmène la première fois son enfant au cinéma. Bah, les gens ont envie de se le marquer et ça fonctionne aussi. Là où je rejoins la personne qui a parlé, je ne me souviens plus de son prénom. Léo. Ce que disait Léo, c'est qu'il faut qu'il y ait un attachement, il faut qu'il y ait une vraie histoire qui soit derrière. Je pense que vous ne pouvez pas sensibiliser quelqu'un qui ne connaît pas. Alors nous, on a une problématique, c'est qu'au Sable, on a notre clientèle basique et puis il y a tous les clients qui viennent en vacances au Sable d'Olonne et qui connaissent notre établissement. Donc nous, on a 2 cercles dans le même cercle. On a des gens qui connaissent parfaitement l'établissement et on regarde à la newsletter, quand on consulte qui regarde la newsletter, c'est aussi bleu marine au Sable d'Olonne en Vendée qu'en la région parisienne. C'est la problématique à laquelle Anne doit faire face à Pont-Sainte-Marie, à Troyes. Hein, parce qu'effectivement, toi, François, tu as un cercle. Elle part de rien. Et pourtant, il y a 2 campagnes qui arrivent à se mener. Alors, peut-être qu'elle peut aussi nous parler de cet aspect-là. Ça a été une campagne très... Vous m'entendez ? Oui. Ça a été une campagne très, très perturbée en définitive parce que on a commencé la campagne, il y avait couvre-feu à Toulouse, donc déjà ce qu'on avait prévu pour mobiliser le public dans les salles de Toulouse, malgré tout, pour expliquer qu'il allait y avoir une campagne à Pont-Sainte-Marie, on s'est retrouvé en couvre-feu à ne pas pouvoir assumer les débats qu'on avait prévus. Donc du coup, j'ai pris un train, je suis allée à Pont-Sainte-Marie et j'ai commencé à distribuer des tracts, à aller voir des gens. Et là, le couvre-feu est arrivé à Pont-Sainte-Marie et puis dans la région de Troyes. Et quand je me disais, je vais continuer un petit peu cette campagne sur les marchés, faire du tractage sur les voitures, et là, on a été confinés. Donc, c'est vrai que tout ce qui était la difficulté pour nous, ça a été que tous les à côté, on avait une tournée qui était prévue dans des salles amies pour parler de la campagne. On avait, justement, il devait y avoir aussi Ulule, il y avait 1500 personnes qui étaient attendues et devant lesquelles je vais réaliser une petite conférence du côté de la Belge. Ça a été annulé. Donc, voilà, je me suis retrouvée, moi qui n'aime pas les réseaux sociaux, je me suis retrouvée à fond dans les réseaux sociaux. Et je pense que la campagne aurait été tout autre, mais on a quand même rebondi parce qu'effectivement, on arrive à 150 de l'objectif. Et c'est vrai qu'en période de Covid, moi, je dirais que nous, notre campagne, on l'avait prévue un petit peu plus longue et c'est pas mal en définitive. Parce qu'on s'en serait limité à 45 jours. C'est peut-être, il faut vraiment calculer, ça c'est les imprévus. Et on a eu aussi, c'est rigolo, parce qu'on a eu l'idée aussi de mettre le nom sur les sièges. Mais ça fait partie d'une des contreparties, par contre, qui est beaucoup, là, ce sont nous des contreparties qui sont symboliques. Et on propose effectivement à partir de 4 000 € d'avoir son nom brodé à vie et puis tout un tas d'autres choses aussi. Et voilà. D'accord. Et toi, tu as réussi, alors qu'il s'agit de la création d'un établissement, donc il n'y a pas encore vraiment de communauté de spectateurs autour du cinéma, tu as réussi à atteindre ce fameux 3e cercle dont parlait Léo, en fait, notamment au niveau local. Ce qui nous a servi au niveau local, c'est qu'on a rencontré un fort blocage politique et qu'en fait, ça a créé justement, ça a fait l'effet inverse. Ça a créé vraiment une communauté qui a dit mais nous, on n'est pas plus couillons qu'ailleurs, on veut du cinéma. Et donc, il y a une association où il y a une centaine de personnes qui se sont mobilisées. Et puis petit à petit ça fait quand même boule de neige et puis les médias s'en sont emparés, ça aussi ça a fortement contribué. Mais c'est vrai que je pense que c'est très important, ce qui nous manque beaucoup comme dans les salles de cinéma, c'est ce contact direct avec les personnes qui auraient fait vraiment une toute autre campagne pour le coup.
Mais on arrive effectivement à mobiliser. Et puis, je pense que le projet, il a complètement du sens. On apporte au niveau de l'écologie, quelque part, on peut se dire aussi que ce Covid, c'est quand même une crise écologique avant tout. C'est la conséquence d'une crise écologique. Qu'on a vraiment des questions à se poser. Donc, quelque part, notre projet est devenu encore plus d'actualité sans qu'on le veuille aussi. Donc, ça a généré quelque chose qui dépasse, je pense, le cadre du cinéma aussi. Voilà. Ça me fait aussi penser à quelque chose, vos deux interventions, c'est que une des craintes, parce que je n'ai pas trop parlé de craintes, mais pas mal de gens qui ont des craintes à se lancer se demandent quelle réaction les gens vont avoir. Mais bon, je pense que Anne comme François, vous l'avez vu, en fait, les gens, on les oblige jamais à contribuer. Et en fait, ils sont. Il peut y avoir des craintes là-dessus. Hein. Ouais, c'est légitime. Parce que en même temps que nous, on a fait notre, c'est assez rigolo, c'est que on a fait notre parrainage et dans le même temps, j'ai une cliente qui a voulu nous aider et qui a fait une campagne Litchi, sans venir nous voir, sans nos outils de communication, sans la façon de communiquer. Et donc là, il n'y avait pas de sens. C'était juste faire une campagne Litchi pour aider un cinéma. Et elle n'avait pas réussi à donner du sens. Et en fait, dans la presse, donc elle a convoqué la presse et c'est parti en cacahuète totale. Donc moi, j'ai dû racoler tous les petits morceaux parce que justement, il n'y avait pas ce sens que nous, la philosophie du cinéma, le Grand Palace, c'était complètement dénué de tout ça. Et ça peut vite mal partir parce qu'un cinéma, aujourd'hui, si on fait une campagne aujourd'hui au deuxième confinement, c'est pas la même chose qu'au premier. Aujourd'hui, les gens commencent à avoir faim. Et donc, dans quel moment, effectivement, moi je trouve que le cinéma est essentiel. Mais quelqu'un qui meurt de faim, il va vous dire, je préfère quand même des pâtes, ça va nourrir. Et c'est là où on commence à rentrer dans des conditions aussi alimentaires et socio-économiques du moment où nous, nos cinémas, ça brille aussi. Ça fait briller le cinéma, il y a du monde, on a toujours l'impression, les gens qui ne connaissent pas l'économie d'un cinéma, ça peut toujours leur faire, c'est des gros commerces, on est un peu considéré comme des gros établissements ou des gros commerces dans une cité. Et là, ils ne comprennent pas qu'on peut être aussi très affaibli en ce moment avec le Covid. Certains, et il y a des chocs. Et c'est là où Facebook, en fait, et tous les réseaux sociaux permettent à certaines personnes de faire des liens très courts et très bêtes, mais vous ne pourrez pas empêcher les gens d'être bêtes, quoi. Oui, non, mais en fait, je dis ça, c'est quand même juste dans le sens aussi que globalement, les gens qui contribuent, c'était pour rebondir à ton premier point où tu disais qu'il y avait plein de belles histoires justement qui émergeaient aussi de ce truc-là, c'est que en fait, les gens qui contribuent à des projets, on ne les oblige jamais. Donc après, effectivement, il y a des gens qui peuvent trouver ça malvenu pour X raisons. Bon, c'est un truc, mais en tout cas, toutes les personnes qui contribuent, personne n'a de couteau sous la gorge pour le faire, en fait. Ils le font spontanément et au contraire, moi, je le vois sur beaucoup de campagnes, les gens sont hyper contents. Et même pour certains projets, ils veulent qu'il y ait des… Et c'est d'ailleurs le témoignage avec la dame qui a lancé la campagne. Alors, c'était mal fait et malvenu, a priori, mais il y en a plein qui veulent soutenir et qui veulent qu'on leur donne des moyens de soutenir aussi. Ulule, il y a de la contrepartie. Litchi, oui, mais elle peut être symbolique. Alors, oui, mais alors effectivement, sur c'est une grosse différence. Ouais. Mais en fait, on ne se considère vraiment pas comme un outil comme Litchi. Après, je pourrais rentrer dans les détails, mais bon. Mais oui, c'est juste pour résumer. On a une petite question qui est une question assez pragmatique, qui est sur comment attribuer la somme obtenue au niveau comptable et fiscal. Est-ce que c'est une recette? Est-ce que c'est une subvention? Est-ce qu'on applique de la TVA? Est-ce que ça dépend des structures? Alors, l'argent, en tout cas dans le cadre d'un financement participatif via une plateforme, c'est considéré comme du chiffre d'affaires en fonction de votre statut, mais si vous avez un statut d'entreprise, c'est du chiffre d'affaires. Ou si c'est une association, c'est comme si vous aviez vendu des t-shirts pour la cause, quoi. Ça ne peut pas être un don, quoi. Non, alors, contrepartie. Ça peut être un don s'il n'y a vraiment aucune contrepartie à valeur marchande en face. Donc, les gens sur Ulule peuvent vous donner de l'argent sans contrepartie. D'ailleurs, Anne, je pense que tu as pas mal sur ta campagne de gens qui ont contribué sans forcément de contrepartie en face.
Et là, pour le coup, ça peut être comptablement considéré comme du don. En fait, ça dépend ce qu'il y a en face. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Christophe, hein, je crois que c'est ça. Que moi j'ai eu aussi la problématique d'être dans un lieu où j'arrive, donc quand on n'est pas connu. La seule référence que les personnes ont, c'est un circuit, c'est un gros circuit. Nous, à Utopia, on a une image qui n'est justement pas du tout marchande. La difficulté, c'est de casser cette image-là, de montrer qu'on fait différemment. Et on a eu des personnes bien intentionnées qui sont intervenues dans la presse et après, on essaie effectivement de rattraper le truc en arrière parce que ça peut être soit des choses hyper alarmistes où on a l'impression que c'est catastrophique et qu'on est déjà avant même d'avoir commencé l'article de la mort. Donc, heureusement, moi, ça a été compassé par beaucoup de presse nationale, donc ça a été bien. Mais après, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup servi aussi pendant la campagne, c'est que j'ai quand même 2500 followers, comme on dit, sur Facebook. Ça, c'était quelque chose que j'avais travaillé 1 an auparavant. Et déjà, cette communauté de 2500 personnes, même si elle ne se mobilise pas pareil que la communauté directe qu'on connaît, elles suivent. Elles suivent énormément. Et c'est vrai que la presse se réveille énormément en voyant que la campagne a démarré comme ça. On a Sophine qui a fait un article, on va avoir So Good, on a eu le Canard enchaîné. Et puis là, il y a pas mal de radios qui enchaînent. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est fait quelques personnes de plus qui contribuent. Et ça, c'est un relais super qu'on n'aurait peut-être pas eu s'il n'y avait pas eu cette campagne-là. Et puis, quelque part, en fait, s'il y a des gens qui se lancent dans des projets, si le projet est légitime, ne vous arrêtez pas aux barrières qu'on vous met, apprenez à les sauter. Ça vous muscle. Voilà. Vous serez fin prêt. Et quelque part, là on a une communauté qui se forme petit à petit, qui est de plus en plus solidaire, alors qu'ils n'avaient même pas vu ma tête, quoi. On a des mots de personnes. Il y a une dame, par exemple, c'est fabuleux. Il y a une dame qui connaît Utopia Tournefeuille et qui envisage de déménager à Pont-Sainte-Marie, qui a même appelé la mairie parce qu'elle elle est à côté de Tournefeuille, elle était partie parce que c'était trop cher. Et là, elle veut redéménager, acheter une maison. Elle s'intéresse aux maisons passives pour pouvoir venir habiter à côté du cinéma, quoi. Elle abandonne tout pour. Donc voilà, il y a vraiment il faudrait écrire un bouquin sur toutes les choses qui se passent comme ça, en fait. Oui, et puis surtout dans le contexte actuel, je sais qu'il y a plusieurs projets, hein. D'ailleurs, je voulais vous demander les uns et les autres, hein, si vous aviez, je fais un petit vote encore, j'adore moi, cet outil de sondage, ça m'amuse beaucoup. Je fais un petit vote pour savoir si parmi les personnes qui nous écoutent, vous souhaitez, vous envisager de mettre en place des campagnes, puisqu'il y en a effectivement plusieurs qui ont recours ou qui ont eu recours pendant le premier confinement à ces campagnes-là. Alors, pour peut-être fédérer les spectateurs, aussi effectivement soutenir financièrement l'établissement, mais ce n'a pas que cette visée-là, hein. On le verra clairement mardi lors du laboratoire des initiatives qui aura lieu donc mardi à 11h, puisqu'on fera venir alors un autre projet que vous aviez découvert aux Arcs l'année dernière, qui s'appelait Augmenter le programme, qui était le projet qui avait gagné le hackathon du cinéma. Et ils ont collaboré avec Léo et les Cinémastars pour mettre en place une campagne de soutien au cinéma pendant le confinement, avec une contrepartie sous forme d'affiches qui cache un petit secret. Donc ça, vous le saurez mardi, mais effectivement, c'est le genre de campagne assez originale et qui a plutôt bien fonctionné. Donc, alors, vous êtes combien? Alors oui, il y en a. Vous êtes 8, et là, en tout, vous êtes 17 à avoir répondu. Donc, 8 qui ont un projet lié au cinéma, 3 pour un film, et pas vraiment 6, mais bon, ils changeront peut-être d'avis aussi. Mais sur le côté Covid, parce que c'est vrai qu'on nous a beaucoup posé la question et qu'il y avait plein de choses qui sont imaginées par rapport à ça. Nous, ce qu'on constate, mais encore une fois, ce n'est que du point de vue global, pas de cas particulier, mais
c'est que les gens, dans cette période, ont aussi envie très concrètement de se rapprocher de ce qu'ils connaissent le mieux et des valeurs qui leur sont très proches, en fait. Parce que c'est ça que ça nous a appris quand même le confinement, au-delà de plein de choses, c'est OK, qui compte vraiment, qu'est-ce qui compte vraiment et comment j'ai envie de les soutenir. Et là, on le voit hein, économiquement, tout un toit autour du Black Friday, où les gens disent arrêtez d'aller sur Amazon, allez chez votre commerçant. Et la logique pour moi avec les cinémas indépendants, et là je me place plus en tant que spectateur, mais elle est un peu la même. Et donc c'est pour ça que dans ces périodes-là, au-delà voilà, du fait qu'on soit confiné, déconfiné ou je sais pas quoi, je pense que cette année, encore plus que d'habitude, les gens ont aussi réalisé l'importance des choses voilà, qui sont proches et dans lesquelles ils partagent des vraies valeurs. Et c'est pour ça que là, si on prend juste une vue globale de comment le crowdfunding avance depuis cette période-là, la réponse, c'est que ça n'a jamais été aussi actif. Voilà. Et même, il y a un changement de paradigme avec ce second confinement. Les porteurs de projets ne nous en parlent pas du tout. Au premier confinement, tout s'était arrêté net, c'est-à-dire que tout le monde était en attente globale, mais c'est normal, hein, on ne connaissait pas du tout la situation. Là, au second confinement, les projets ne nous ont pas parlé, à part évidemment des cas particuliers. Enfin, Anne t'en parlait, la communication qui est beaucoup plus compliquée, etc. Mais il n'y a pas du tout le même effet. Et là, encore une fois, hein, je parle globalement. Évidemment, il y a des cas qui sont plus compliqués que d'autres, mais dans le sens où on sent que les gens ont quand même envie d'avancer. Et côté contributeur, il n'y a jamais eu autant de contributions de l'histoire du LUL que pendant ces périodes-là. Parce que, encore une fois, les gens ont envie de défendre les valeurs qui leur sont proches. Donc peut-être qu'ils ont, et ça c'est indéniable, moins d'argent, mais je pense, pour faire un peu d'analyse de comptoir, mais qu'ils le placent mieux aussi, en fait. Plutôt que d'acheter tout et n'importe quoi, je pense qu'ils ont plus envie d'acheter des choses qui leur, ou mettre de l'argent dans des choses qui sont vraiment importantes que d'autres périodes. Tu as aussi regardé s'il y avait plus de projets. Est-ce que les gens justement se proposent plus inventifs, plus dans le contexte, remettre des vraies valeurs aussi? C'est peut-être aussi parce qu'il y a une vraie proposition en face. Carrément. Mais en fait, les deux sont liés, hein, forcément. Plus il y a de projets, plus il y a de contributions. Enfin, en tout cas, ça va dans ce sens-là. Il y a plus de projets. Et parce que ça répond aussi, le financement participatif, à la potentielle baisse d'aide des canaux classiques aussi. Enfin, l'émergence du crowdfunding est arrivée en 2009, c'est pas vraiment un hasard en termes de date par rapport à 2008, parce que c'est aussi dans les périodes où il y a un peu alors je ne veux pas être alarmiste non plus, mais un effondrement des institutions ou des canaux de financement habituels, que les gens se disent, OK, en fait, moi j'ai mon pouvoir aussi avec 5 euros, 10 euros, 100 euros, quoi. Et ça, je pense que les gens l'intègrent de plus en plus. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des très belles choses qui peuvent être imaginées et que les gens sont surtout prêts à les soutenir, quoi. Après, encore une fois, je parle dans les grandes lignes, hein, parce que plein de cas particuliers pourraient me faire mentir. Mais bon. C'est un pouvoir en plus. Ce pouvoir des personnes fait aussi basculer les institutions. Je pense que les politiques nous ont reçus beaucoup à Troyes, justement. On a commencé à avoir une sénatrice qui s'est intéressée à nous, d'autres maires. Ils ont commencé à se positionner beaucoup plus. Alors, c'est pas ça qui a fait parce que complètement qui fait toute la donne, mais voilà, l'Europe a décidé de FEDER de venir sur le dossier alors que les autres institutions ne s'étaient pas encore prononcées, ce qui est, je crois, quasiment une première. Mais ils ont aussi regardé le crowdfunding, comment ça avançait, et voilà, ça montre aussi aux politiques que les citoyens sont là, et ça donne envie aux politiques du coup de faire aussi un geste aux décideurs. On voit aussi que le fait que les réseaux sociaux, tu disais tout à l'heure, Anne, tu as 2500 personnes qui sont sur ton Facebook. On a la chance, nous, au Grand Palace, d'avoir presque 9000 personnes qui nous suivent sur une petite ville comme ça. Et on voit aussi que parfois, alors sur Toulouse, ça doit vraiment avoir le cas, tu as des gens qui ont une certaine autorité par le fait qu'ils soient reconnus dans leur métier. Et en fait, on se rend compte que parfois, ils ont moins envie. Alors nous, c'était 30 euros, c'était pour tout le monde. On ne faisait pas des meilleures places, des moins bonnes places. On voulait que ça soit social et que tout le monde, qu'il soit riche ou pauvre, puisse, s'il est passionné par le cinéma, puisse avoir son fauteuil et en fait
tout le monde a sa place. Et on a vu des acteurs venir vouloir parrainer un fauteuil. On a vu. Et donc en fait, on n'était plus tout seul à crier face au vent de venir nous aider. Eh ben, plusieurs ont servi de médias avant les médias. Et ça, c'est vraiment intéressant et on le sent vraiment que ça fait ça institutionnalise, mais dans un autre registre, et ça fédère, ça donne des lettres de noblesse à notre projet. Ça, c'est vraiment intéressant. On a vraiment pu le voir avec les acteurs qui se sont engagés et les réalisateurs qui sont engagés à faire des petites vidéos, à faire des petites choses. Ça, c'était cool. Pour le coup, ça amène vraiment de la crédibilité sur le reste de l'équipe. Et on a vu que, un peu comme des marques, en fait, c'est tout bête, mais si on veut amener des gens, eh ben, il y a un peu de sponsoring à faire pour que le deuxième cercle s'agrandisse et rejaillisse sur le troisième cercle. Et on a vraiment pu voir que en se gardant 10 fauteuils sur les 600 et de les offrir aux bonnes personnes, eh ben, derrière, ça fait des vagues de parrainage qui étaient ultra importantes, quoi. Et puis, il y a sur ton crowdfunding, il y a ce truc, c'est que les gens, les cinémas, il y a quelque chose une appartenance. Ah, le projet, il est apparemment pas sorti de terre, qu'il y a déjà, c'est déjà leur cinéma. 500 personnes. Parce que moi, ça fait même pas un an que j'ai lancé le Facebook, en fait. Donc, j'ai pas. Et dans une région. Alors, au début, c'est vrai qu'il y a quelques amis qui sont venus que je connais, mais en fait, bon, moi, j'ai des amis Facebook aussi. C'est pas les mêmes, en fait. J'ai fait un comparatif. Maintenant, il y a 500 personnes que je connais qui sont mes amis, mais les 2000 autres, je ne les connais pas. C'est des nouvelles personnes. Et c'est vrai que là, le fait qu'il y ait eu des gens lambda qui viennent sur le crowdfunding, là, il y a par exemple une mutuelle qui m'a appelé qui veut mettre 4 000 euros. Là, alors, après leur conseil d'administration, ça tombera ça le 10 décembre, quelque chose comme ça. Mais ça entraîne aussi, ça fait boule de neige. Mais c'est vrai que 2500 personnes, quand ça veut dire que le cinéma n'existe pas encore, qu'il est là dans un an de production, et c'est là où on se rend compte aussi à l'entrée de nos établissements que peut-être que si la mutuelle vient mettre un bifton de 4 000 euros, c'est peut-être aussi parce que c'est quelqu'un qui habite dans la région où tu vas faire et qu'il est intéressé à titre personnel. Et c'est tous ces gens que l'on voit à l'entrée de nos établissements, et ben en fait, c'est des gens aussi qui sont dans le virtuel, qui sont aussi sur nos réseaux et qui peuvent aussi amener des belles opérations à titre professionnel, mais parce qu'ils ont quelque chose de passionné en eux à titre personnel. Mais là, c'est parce que c'est une mutuelle qui est très, très militante et c'est vrai que le projet qui est écologique, qui est dans une zone où il y a 36% de chômeurs aussi, c'est pas une zone facile, où on est à côté d'un quartier prioritaire de la ville, où il n'y a rien. Donc, en fait, on amène de la vie, en fait, où il y a un cinéma, ça amène de la vie. Enfin, vous le savez tous. Ouais. Voilà. Ce sont de belles aventures. Bien, merci beaucoup. Si vous voulez poser une ou deux questions, c'est le moment. Sinon, peut-être que si vous en avez à poser plus tard à Léo, peut-être que je peux te transmettre tes coordonnées si quelqu'un… Clairement. Même peut-être que tu seras sollicité, parce que je vois parmi nos spectateurs plusieurs associations, syndicats, je sais qu'ils aiment bien faire des présentations à leurs adhérents. Hein. Je vois coucou Sandrine, coucou Agathe, j'en profite pour vous dire bonjour. Mais j'imagine que c'est des choses que tu vas peut-être pouvoir aussi reproduire si d'autres exploitants qui n'ont pas pu assister, là, même si on va mettre cette conférence en replay, écoute, voilà. je peux mettre dans mon mail dans la présentation, ouais. Qui est extrêmement simple, puisque c'est leo@tulul.com. Je vous l'ai envoyé dans le chat. Voilà. À retrouver en bas de la vidéo. Là. Je précise, et ça s'est trouvé un petit peu par hasard, mais c'est Léo qui a suivi le projet. C'est Léo qui suit mon projet. Entre autres, il y a aussi Sophie. Et c'est vraiment une super équipe hyper mobilisée et motivée, en fait, Ulule. Et voilà, moi, j'ai beaucoup hésité entre les plateformes de crowdfunding parce qu'il y a KissKissBankBank. On se demande où est-ce qu'on va, et puis en fait je l'ai fait au feeling et à la rencontre, et parce qu'en parlant avec Léo, voilà, on partageait aussi des notions de cinéma, et
et puis, je crois que c'est important, effectivement, de le faire un petit peu à l'intuition et un petit peu en dehors des sentiers battus aussi, en fait. Faut se laisser porter par son instinct. Voilà. Donc, Merci, Anne. vous pouvez soutenir le lien de la campagne. Et comme ça, vous verrez, on a oui, aussi effectivement un soutien de Guédiguian, on a eu un soutien des frères Dardenne. Bon, on est moins bon pour tourner des clips que François. Que François. Mais non, mais en tout cas, merci à vous d'être intervenu pour vos témoignages. On va suivre l'évolution des projets avec beaucoup d'attention. Je remercie François d'être venu pour la première fois aux Arcs. La prochaine fois, tu feras attention en descendant les pistes, t'as pas à te blesser là, hein, la main. Hein, j'espère être là en vrai la prochaine fois. Mais oui, j'espère aussi. J'espère qu'on sera tous là en vrai la prochaine fois, l'année prochaine, bien sûr. En tout cas, on a des petits messages de remerciements qui arrivent sur le chat. Merci à vous qui nous avez tous suivis, à Léo pour cette belle présentation. On te retrouve, comme je l'ai dit, mardi à 11h avec nos camarades du projet Affiche ton soutien et on parlera aussi d'une autre initiative. Ça y est, j'ai un trou. Bon, vous regarderez ça dans le programme et puis j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à nous faire des remarques et puis à partager. Là, on partagera la vidéo, donc n'hésitez pas aussi à la montrer à vos collaborateurs. Voilà. Merci pour ton invitation, Anne, surtout. Les bons trucs au bon endroit, moi. J'ai pas mis conférencier, participant. Hop, je recommence. Ah, voilà. Merci beaucoup. C'est beau. Mais merci beaucoup à tous. À bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Il faut se déconnecter alors complètement. Je sais même pas où on se déconnecte. Bonne journée, à bientôt. À bientôt, bonne journée. Je vais aller me promener face à la mer. La chance. Moi, je peux faire ça. Comment? Moi, je peux faire ça aussi. Moi, je suis confinée dans les Landes. Ah. Eh ben, tu as bien raison. Moi, il y a encore un petit coucher de soleil qui va être magnifique. Là, je le vois. Je suis à l'entrée du cinéma et je vois le soleil qui commence à se coucher sur la mer. Je vais me promener mon chien et je vais me reposer après. Ah oui, merci. À bientôt tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Ciao.